Bonjour, Général Christophe Gomard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes général, ancien directeur du renseignement militaire. Vous êtes aussi député européen Les Républicains depuis 2024. Et bonjour, Jean-Michel Jacques. Bonjour. Et merci également d'être avec nous ce matin, député Ensemble pour la République du Morbihan, président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Et vous avez été pendant plus de 20 ans infirmier des forces spéciales de l'armée française. On a beaucoup de sujets à voir avec vous. Ce matin, on va parler évidemment des négociations pour la paix en Ukraine, de défense européenne, mais avant cela, évidemment, l'annonce qui a été celle d'Emmanuel Macron hier, le retour d'une forme de service militaire, un service national volontaire qui serait donc jusqu'à 25 ans, 10 mois pour 3000 volontaires d'ici l'été prochain, 50 000 en 2035, dispositif justifié ainsi par le président de la République. Dans ce monde incertain, où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l'impréparation, ni à la division. La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer. Alors, Jean-Michel Jacques, vous étiez hier toute la journée avec le président de la République. On a besoin d'essayer d'y voir un petit peu plus clair ce matin. On parle de guerre qui est aux portes de l'Europe, on parle de menaces. En quoi 3000 jeunes vont vraiment changer la donne ? Alors, d'abord, on peut décorréler le fait de faire ce service national de la guerre spécifiquement d'Ukraine, parce que ça a été une volonté qui vient de très loin, 2017, le service national universel. Il y avait déjà une volonté politique de faire en sorte que notre jeunesse, nos jeunes, puissent, s'ils le souhaitent, participer à l'engagement, à la défense de notre pays. Et donc, il y a eu un premier essai avec le SNU, qui finalement s'est avéré difficile à mettre en œuvre. Un échec. Un échec. Il y a une réussite quand même, parce que vous savez, dans le Morbihan, ça a été un département où on a expérimenté le SNU, et quand on discute avec les jeunes qui ont participé, je ne passe pas de son organisation, leur ressenti était très bon, et ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Par contre, là où ça a été difficile, c'était une mesure interministérielle, où plusieurs acteurs étaient là, et ça a rendu les choses très difficiles. Christophe Gomard, sur ce sujet, 3000 jeunes, là encore, ça change la donne, ou c'est pas le sujet ? Non, ça ne change pas la donne, ça n'est pas le sujet, je pense, aujourd'hui. Mais dans le cadre d'un réarmement moral des forces morales d'un pays, ça me semble en effet une bonne chose. Bon, 3000, c'est peu. Regarde une classe d'âge, c'est environ 800 000 jeunes, 400 000 garçons, 400 000 filles. Donc c'est très très peu, c'est 0,03%, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est très peu. Alors je pense qu'il faudrait aller vers au moins 10% de la population en mesure de faire un service militaire volontaire, comme c'est le cas par exemple en Norvège, ou comme c'est le cas dans un certain nombre de pays scandinaves, parce que il faut augmenter le volume des forces, des troupes, en réalité, si jamais demain, notre pays se retrouvait en guerre. 10%, vous partagez ? Donc, l'idée, c'est d'augmenter, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'arriver à 50 000 d'ici 2035, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est-à-dire que la première année, on est parti sur un chiffre de 3 000, ce qui correspond aux possibilités de nos unités d'accueillir des jeunes de façon convenable, parce que derrière tout ça, il y a l'hébergement, il y a l'équipement, et donc c'est une façon de rentrer en matière, de vérifier que tout se passe bien, et de monter en puissance tout doucement. Mais effectivement, il faut plus de masse, et c'est ce qui va se faire. Mais il faut le faire de façon mesurée, de façon progressive, de façon à faire quelque chose de... Cette volonté d'augmenter la masse, justement, est-ce que ça ne trahit pas finalement un désaveu aussi de notre armée aujourd'hui ? Ça veut dire que, concrètement, en l'état actuel des choses, nos militaires ne sont pas capables, aussi bons soient-ils, de tenir un conflit qui durerait plusieurs semaines, plusieurs mois ? On a la première armée d'Europe, la plus belle armée d'Europe, je pense en tout cas. Non, c'est que les menaces ont changé. C'est ça qu'il faut voir. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Avant la chute du mur de Berlin, on avait un format d'armée qui était totalement différent. Et tout doucement, les menaces pour notre pays ont changé. Ce qui fait que l'outil militaire aussi s'est adapté aux menaces.
il y a eu les dividendes de la paix. C'est vrai qu'il y a eu un lâcher. On a préféré mettre de l'argent dans d'autres domaines que dans la défense. Et il faut se ressaisir. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le président Emmanuel Macron dès 2017 en augmentant le budget. On a commencé de façon précise en 2015, mais de façon plus massive en 2017 pour augmenter le budget de notre défense qui maintenant sera doublé en l'espace de 10 ans. Christophe Gomard, dans le détail, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur un point, c'est que les engagés seront déployés sur le territoire national et uniquement sur le territoire national. C'était important cette précision ? Alors moi, ça me désole. C'est-à-dire que je ne pense pas que quand on est soldat à part entière. Vous savez que la fin du service national, ce que j'allais dire précipité la fin du service national à l'époque en 1994, c'est que les soldats appelés n'ont pas participé à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 1992. Donc il faudrait prendre les jeunes de 18 à 19 ans et les envoyer sur les terrains d'opération extérieure ? C'est-à-dire qu'on les forme, bien évidemment, mais quelle est la différence entre un engagé volontaire qui s'engage pour 5 ans, mais qui au bout de 3 mois ou 4 mois ou 6 mois sera formé, à l'instar d'un soldat qui fait son service militaire volontaire. De mon point de vue, il y a un seul type de soldat. Il n'y a pas un soldat de première catégorie, un soldat de deuxième catégorie. Un soldat reste un soldat dès lors qu'il a été formé. Et si on souhaite qu'effectivement ce sont des gens qui soient aguerris pour ensuite venir dans la réserve et devenir, remplir la réserve, faire augmenter la réserve opérationnelle telle qu'elle existe aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que ces soldats fassent le même job que tous les soldats. Mais vous comprenez pourquoi le président a dit ça. L'idée, c'était aussi de rassurer après la déclaration du général Mandon ces derniers jours qui disait il fallait accepter de perdre nos enfants. Ça a provoqué beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous vous dites pas que c'est une manière d'y répondre ? Alors oui, mais ça me désole d'avoir des soldats de première classe et des soldats de deuxième classe. C'est-à-dire que pour moi, un soldat reste un soldat à partir du moment où il est entraîné, à partir du moment où il est formé pour ça. Alors, d'abord, il n'est pas question qu'on fasse la guerre aujourd'hui. Il est question d'avoir suffisamment de masse. Je rappelle que face aux menaces en 1913, le général de Castelnau avait demandé, il était le chef d'état-major des armées de l'époque, avait passé le service militaire de 2 ans à 3 ans, justement parce que si jamais il y a une guerre, on a besoin de masse et de volume militaire. Et on voit bien dans la guerre russo-ukrainienne qu'on a besoin d'hommes sur le terrain. Jean-Michel Jacques, vous partagez ce que dit le général Christophe Gomard, le fait que, en fait, il faudrait que ce soit des personnes, des jeunes qui puissent intervenir partout. On va pas rassurer ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent ce matin. En fait, le jeune qui souhaitera aller plus loin pourra toujours s'engager. Et d'ailleurs, c'est une sorte d'initiation à l'armée, en fait. C'est un espèce de sas, en quelque sorte, aussi pour celui qui est volontaire, qui peut déjà par émancipation personnelle, parce que c'est une belle aventure. Et les jeunes qui nous écoutent, je les invite à faire ça, ce que j'ai fait quand j'étais jeune, et certainement le général Gomard aussi. C'est merveilleux. Ça, on apprend beaucoup de choses quand on rentre dans cette institution. Et donc, après ces 10 mois de service national, s'ils souhaitent, ils pourront rejoindre la réserve, qui est une forme aussi d'engagement, ou pourront s'engager et partir sur toutes sortes de théâtres d'opération. Donc c'est une mesure qui permet de rentrer délicatement dans l'institution militaire et y rester ou pas. Jean-Michel Jacques, autre motif potentiel d'inquiétude, le président a aussi dit qu'en cas de crise majeure, le Parlement pourra autoriser de faire appel au-delà des seuls volontaires, ce qui rendrait le service national obligatoire. C'est quoi une crise majeure concrètement ? Une crise majeure, ça serait qu'on ait des ennemis sur notre sol, par exemple. Sur notre sol seulement, par exemple, demain la Pologne est attaquée, c'est une crise majeure ou je pense que, alors c'est très intéressant votre question. Si la Pologne était attaquée, nous avons une alliance qui est très forte, qui s'appelle l'OTAN. Nous avons aussi l'Europe, qui constitue aussi une force, et nous travaillerons en alliance. C'est-à-dire, il ne faut pas voir la France seule. La France a un outil militaire. Ça peut vouloir dire qu'en cas d'attaque d'un pays de l'Union européenne, c'est un cas exceptionnel, c'est une crise majeure, et donc le service national deviendrait obligatoire. Mais je pense, vous savez, en Ukraine, en ce moment même, tout le monde n'est pas mobilisé. On a du mal à s'en rendre compte, mais tout le monde n'est pas mobilisé. Donc avant qu'on arrive à mobiliser nos jeunes du service national, je pense qu'il y aura beaucoup de marge, parce qu'on sera en coalition internationale avec l'OTAN ou européenne. Tout ça reste à prouver, d'ailleurs, à ce propos. On ne va pas refaire tout le sujet sur l'OTAN, mais tout ça reste à prouver qu'en cas d'invasion d'un pays à l'est de l'Europe, il y aurait une réaction de l'OTAN chapeauté par les États-Unis de Donald Trump. Christophe Gomard, allez-y. Oui, ça reste. On se dédierait si jamais on n'y allait pas, parce qu'on a signé quand même à la fois dans l'OTAN, et l'UE, c'est l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Qui est encore plus restrictif que celui de l'OTAN. L'article 5 du traité de l'Atlantique. Et de mon point de vue, si un pays balte était attaqué, évidemment que la France, à la demande de ce pays balte, s'engagerait.
militairement parlant. Donc on est dans une forme, quand Emmanuel Macron parle de crise majeure, on est donc dans une forme d'extension, non pas du territoire national, mais de là où sont nos intérêts en fait. Absolument. Je pense qu'il faut prendre bien conscience de la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui. On a vécu pendant 80 ans, on a eu la chance de vivre en paix. Aujourd'hui, le monde est plus dangereux qu'hier et qu'il est nécessaire pour ça de se renforcer militairement, mais également moralement, pour être en mesure d'affronter demain une crise majeure, comme vous venez de le souligner, ou une guerre, ce qui serait terrible évidemment. Les intérêts d'un... Justement, 80 ans de paix, c'était 80 ans de naïveté européenne. On voit beaucoup de pays, des voisins qui réinstaurent, renforcent le service militaire. Est-ce qu'on a été trop naïf collectivement? Je pense qu'il y a une part de naïveté. Certainement parce que partout dans le monde, il y a des guerres. J'étais en Afrique encore récemment, il y a 57 conflits armés en Afrique. Et quand on leur parle de notre guerre en Europe, ils se disent, mais oui, très bien, mais c'est une guerre de blancs, entre guillemets. C'est-à-dire que ça ne nous concerne pas. Nous aussi, on a la guerre sur notre sol. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de naïveté, une forme de déni de la réalité du monde. Un monde dangereux, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et malheureusement, il faut se réarmer, dépenser plus pour notre propre défense et également avoir plus d'hommes ou des femmes sous les armes. Alors justement, dépenser plus, vous êtes un petit peu moins concerné par les questions budgétaires nationales, Christophe Gomart, mais en tout cas la question se pose au niveau national. Évidemment, cette rallonge pour le budget de la défense, est-ce qu'il faut absolument que là il y ait un consensus, sans quoi, Jean-Michel Jacques, sans quoi ces crédits pourraient ne pas être appliqués? Oui, absolument. Il faut le consensus le plus grand parce que les partis d'ailleurs ne doivent pas confondre leurs intérêts et les intérêts de la patrie. Les intérêts de la patrie demandent à ce qu'on ait un budget conséquent et adapté qui puisse permettre à nos armées d'être à l'heure des rendez-vous s'il se doit au vu du contexte international. Je vois que vous faites oui de la tête, Christophe Gomart. Bon, je rappelle quand même que vous êtes LR et que votre parti, si on fait un peu de politique 5 secondes, votre parti, il n'est pas vraiment fan absolu, on va dire, du budget de Sébastien Lecornu, avec le risque que ça comporte sur le sujet militaire. C'est-à-dire que le service militaire volontaire tel qu'il est prévu, je crois, coûterait entre 2 et 3 milliards de plus. Je parle même des rallonges aussi pour la défense en général. Réellement, si vous voulez, si on veut avoir une armée opérationnelle, il faudrait doubler le budget de la défense nationale. Aujourd'hui, il est insuffisant. Aujourd'hui, on pousse une bosse de 8 milliards d'euros devant nous. Aujourd'hui, on aura moins de chars à la fin de la loi de programmation militaire qu'on en a aujourd'hui. On aura moins de Rafales. C'est quoi, se monter au fameux 5% du PIB je pense, comme le demande Donald Trump? Je veux dire, le président s'est engagé. Je ne sais pas si on ira et comment on ira, mais en tous les cas, il est certain que si on va avoir une armée opérationnelle avec des réserves et une masse suffisante en munitions, en chars et en avions et en bateaux, il est nécessaire de dépenser plus, oui. Vous restez avec nous tous les deux, Général Christophe Gomart et Jean-Michel Jacques, respectivement eurodéputé Les Républicains et député Ensemble pour la République du Morbihan, président de la commission de la Défense. On va se retrouver dans quelques secondes. On va évoquer notamment ce qui est le trait concret de la situation sur le sol européen, la crise ukrainienne. Dans quelques secondes, juste après l'essentiel de l'actualité, il est 8h46 et voici Diane Ferschit. Une centaine de policiers mobilisés à Dijon pour tenter de retrouver les 2 détenus qui se sont évadés hier de leur cellule de la maison d'arrêt. 2 détenus de 19 et 32 ans qui étaient en détention provisoire. Ils ont vraisemblablement scié des barreaux et pris la fuite grâce à des draps, selon le procureur de la République. 4 900 emplois dans le secteur humanitaire supprimés en France, selon une étude de Coordination Sud qui regroupe associations et ONG en cause la baisse des budgets consacrés à l'aide publique au développement. Au total, 641 projets sont abandonnés ou revus. Les États-Unis annonceraient examiner des milliers de cartes vertes attribuées à des ressortissants de 19 pays jugés sensibles après l'attaque de 2 membres de la garde nationale mercredi à Washington. Une des 2 militaires est morte cette nuit. L'auteur de l'attaque est un Afghan de 29 ans. Les visiteurs extra-européens paieront bientôt plus cher leur billet d'entrée au Louvre. 10 € de plus pour une entrée à 32 € à partir du 14 janvier. Une hausse tarifaire qui doit rapporter au Louvre entre 15 et 20 millions d'euros par an. Ce sera aussi le cas, cette hausse, au château de Versailles, à celui de Chambord, à l'Opéra de Paris, ainsi qu'au Centre des Monuments Nationaux. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigogne-Lecoat. Et vous êtes toujours sur France Info avec Christophe Gomart et Jean-Michel Jacques.
On a parlé du service militaire et il faut parler des dangers maintenant qui justifient son retour. Si on cherche à se protéger, c'est pas seulement, mais c'est en grande partie à cause de la menace russe. Dans un contexte de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a pris la parole hier à ce sujet pour tenter de rassurer en quelque sorte les Européens. Vladimir. Quand on a un service militaire volontaire, on sait aussi que ce sera contrairement au service d'autres. Alors ça, c'était évidemment Olivier pas Vladimir Faure. Poutine, vous l'avez entendu, c'était Olivier Faure. Est-ce qu'on peut l'écouter peut-être ? En tout cas, Poutine disait qu'attaquer l'Europe, c'était ridicule, que c'était en gros un fantasme, je le paraphrase, mais des Européens, et que si nécessaire, il pouvait s'engager sur le papier en signant un document en promettant qu'il n'attaquerait pas les Européens. Est-ce qu'il faut encore l'écouter, Christophe Gomart, Vladimir Poutine, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut penser tout l'inverse de ce qu'il vient de prononcer? Alors bien sûr, il faut toujours écouter son adversaire et toujours écouter ce qu'il dit, parce que depuis le début, Poutine a dit ce qu'il allait faire et il l'a fait. Alors, en revanche, il a dit qu'il ne le ferait pas et de fait, il l'a fait. Donc il y a un double discours chez lui. À l'époque, il a dit qu'il n'attaquait pas l'Ukraine, il l'attaquait. Il n'attaquait pas les pays baltes. Qu'est-ce qu'il en sera demain, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, préparons-nous au cas où, effectivement, il ferait l'inverse de ce qu'il a annoncé. Je pense nécessaire, en effet, de montrer qu'on est déterminé, qu'on se renforce et qu'on a la vraie volonté de se battre si jamais il attaquait un pays de l'OTAN, un pays de l'Union européenne. Ça me paraît une évidence. Elle est là, la logique, Jean-Michel Jacques, de à la fois ce renforcement du service national, mais aussi, on en a beaucoup parlé la semaine dernière de ces propos polémiques du chef d'état-major des armées, c'est dire, voilà, on est prêt, ça a du sens de dire ça à Vladimir Poutine, ou ça sert à rien. C'est les conclusions aussi de la revue nationale stratégique qui est sortie l'été dernier, qui a été fait en collaboration avec plusieurs acteurs de l'État. C'est cette revue nationale stratégique qui est un document de référence et qui décrit bien les menaces, donc au-delà du président de la République, au-delà du chef d'état-major des armées. Un signal diplomatique. Mais même nos partenaires et les services de renseignement étrangers, ils ont bien identifié, non seulement on voit ce qui se passe en Ukraine, mais ils ont bien identifié les intentions donc de Vladimir Poutine. Et donc c'est indispensable face à ça de se renforcer, de se muscler pour lui montrer que nous sommes en capacité de s'opposer à ce qu'il souhaite. Christophe Gomart. Oui, il faut être fort pour être craint et être craint pour dissuader. Et vraiment, il nous craint, Vladimir Poutine ? Alors je ne sais pas s'il nous craint, mais en tous les cas, la France dispose quand même de la dissuasion nucléaire, on n'en parle pas. Mais en tous les cas, il sait très bien que s'il veut attaquer, par exemple, notre pays, évidemment, on est en mesure de riposter par l'utilisation d'un missiles nucléaire. Maintenant, être craint, c'est aussi avoir une force armée conventionnelle beaucoup plus importante. Alors bien, certes, dans le cadre de coalition, comme le disait Jean-Michel Jacques il y a quelques minutes, mais également être capable nous-mêmes d'être plus forts aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est que les nations européennes soient beaucoup plus fortes. Et on parlait de service militaire volontaire tout à l'heure. Tous les pays relancent leur service militaire dans tous les pays, quels qu'ils soient, même l'Allemagne. Jean-Michel Jacques, vous êtes président de la Commission défense à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur une autre déclaration d'hier de Vladimir Poutine ? Il a dit que en l'état, Zelensky n'était pas légitime pour signer un accord qu'il considérait le président ukrainien comme illégitime. Ça veut dire quoi ? Que ces négociations actuellement sur un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, pilotées par les États-Unis, n'ont pas de chance d'aboutir ? Il essaye de faire un coup à deux bandes. C'est-à-dire qu'il essaye non seulement de gagner ce qu'il souhaite dans les négociations, et puis en même temps, il essaye d'affaiblir Zelensky à travers ses propos, en essayant de faire entendre que c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de son travail. Mais vous croyez qu'il y a encore un espace pour que ça aboutisse ? Oui, mais de toute façon, ce que Vladimir Poutine peut comprendre clairement, c'est qu'on soit fort. Il n'entend que ça, de toute façon. Donc, face à ces menaces, ces mensonges et sa façon de décrédibiliser ses adversaires, qu'ils soient européens ou ukrainiens, il n'y a qu'une seule façon de répondre, c'est de se montrer fort. Sauf que, fort quand... je m'adresse à vous, là, en l'espèce, Christophe Gomart, eurodéputé Les Républicains, fort quand Donald Trump menace, si Volodymyr Zelensky ne signe pas, alors ça devait être hier, finalement ça n'a pas eu lieu, mais menace de couper le robinet du renseignement, menace de couper le robinet de l'aide militaire. On a l'impression que l'Europe n'est toujours pas en capacité de suppléer si jamais ça devait s'arrêter. Ça, c'est ce que je dis ouvertement et publiquement au Parlement européen. En effet, c'est que l'Europe, aujourd'hui, est trop faible. Pourquoi l'Europe est faible ? Parce que d'abord, elle avance
de manière différente. Les pays ne sont pas d'accord entre eux. On ne dispose pas des capacités de faire une guerre sans les Américains aujourd'hui, malheureusement. C'est pour ça que moi je milite pour la création d'un état-major européen digne de ce nom, capable de planifier et de conduire une guerre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense toujours à travers l'OTAN, à travers les Américains. Attendez, pardonnez-moi. Un état-major européen, ça veut donc dire, est-ce que ça veut dire déposséder quelque part les pays d'une partie de leur souveraineté? Non, pas du tout. Un état-major, c'est là pour coordonner. Et comme l'état-major de l'OTAN, en quelque sorte. Exactement, c'est là pour coordonner. Les armées restent tout à fait nationales. Je ne suis pas du tout pour une armée européenne, mais les états-majors, on a besoin si on agit à plusieurs pays, on a besoin d'un état-major commun. Pardon, Christophe Demar, mais ça semble un peu contradictoire, parce qu'un de vos combats du moment à Bruxelles, si je me trompe pas, c'est contre le marché unique de la défense, justement. C'est un projet qui vise à mettre en commun l'achat d'armes pour mieux commander, en plus grosse quantité, moins cher, de façon plus efficace, et vous y êtes farouchement opposé. C'est pas un peu contradictoire avec Non, c'est pas contradictoire, c'est deux choses. On a un état-major pour commander les opérations militaires sur le terrain et les planifier, et d'autre chose, s'acheter du matériel. Oui, c'est vrai qu'on a une industrie de l'armement en Europe qui est trop fragmentée et qu'il faut en faire en sorte de mieux la fusionner. Maintenant, un marché unique, ça veut donc dire que les achats seraient décidés par la Commission européenne, et ça, pour moi, il n'en est pas question, d'autant qu'en France, on dispose de la dissuasion nucléaire, et que cette industrie qui touche au nucléaire est très, très secrète, et on ne peut pas mélanger ça avec le reste, avec la fabrication d'un char, par exemple. Jean-Michel Jacques, vous vouliez réagir? Oui, ce qui compte, c'est que les forces européennes soient interopérables, en tout cas, nos généraux, nos états-majors savent travailler entre eux, c'est pas un souci. Ça, ils ont la même façon de travailler, mais par contre, dans les outils, que ce soit les outils d'aviation, les blindés, etc., plus on a quelque chose d'homogène, plus on sera fort et efficace. Pardon de paraître peut-être un peu naïf sur cette question, mais on entendait, alors on n'a pas eu votre avis sur le marché de la défense, mais on peut se dire, si on a un marché européen de la défense, ça veut dire qu'on arrête peut-être d'acheter des F-35 américains et qu'on vend du Rafale, et de la même, c'est ce ou du Gripen. En ce moment, par exemple, avec nos amis belges nous fournissent les munitions de petit calibre parce qu'ils avaient des manufactures et encore un savoir-faire en Belgique. Et nous leur vendons des blindés. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Et ça permet aussi, quand l'armée belge a les mêmes blindés que l'armée française, en termes d'interopérabilité et d'efficacité au combat, c'est beaucoup mieux. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est important. Quand on parle de l'Europe, il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est 450 millions d'habitants. La Russie, c'est 150 millions d'habitants. L'Europe, c'est 17 000 milliards de PIB. La Russie, c'est 3 000 milliards de PIB. C'est-à-dire que si nous sommes unis, si l'Europe est unie, interopérable, avec une bonne coordination, mais elle peut faire largement face à la Russie sans aucun problème. Encore quand même, Christophe Demar, sur ce sujet du marché auquel vous dites que vous êtes opposé, quand on entend ce que nous dit Jean-Michel Jacques, bon, on a quand même l'impression que ça aurait du sens, malgré tout, d'avoir... Ou alors, c'est quoi? C'est une préférence européenne qu'il faudrait? Moi, je passe pour un marché intergouvernemental de défense. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les accords bilatéraux, les accords trilatéraux, multilatéraux. C'est pas dirigé par la Commission, c'est fait entre gouvernements. Absolument. Parce que sinon, c'est la Commission qui décide tel type de matériel. Non, c'est pas la Commission décidée, c'est aux nations de décider ce dont elles ont besoin. Et c'est toute la difficulté sur ce marché unique voulu par certains pays européens. Jean-Michel Jacques, la semaine prochaine, Emmanuel Macron sera en visite d'État en Chine. Il va demander à son homologue Xi Jinping de peser sur la Russie en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine. C'est important, l'appui de Pékin, on ne peut rien faire sans eux? Alors, l'appui de Pékin, la position de Pékin est importante. Maintenant, il faut d'emblée se dire qu'on doit faire sans eux. Il faut que la France soit forte. Pour que la France soit forte, il faut qu'elle soit unie avec ses partenaires européens et il faut qu'on soit craint. Ça va être notre socle de base. Après, mais aujourd'hui, on n'est pas craint, on voit bien dans les négociations, on a été dans un premier temps mis de côté avant finalement de réintégrer le jeu. Donc c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. L'Europe n'est pas crainte. L'Europe n'est pas crainte, vous avez raison, pas suffisamment crainte, et l'Europe doit prendre conscience de ce qu'elle représente comme force, et nous devons nous coordonner et être craints parce que nous sommes une réelle puissance économique
une réelle puissance militaire et même sous le plan démographique, nous sommes aussi une force importante. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques, député Ensemble pour la République du Morbihan, président de la commission défense et ancien membre infirmier des forces spéciales. Merci d'avoir été avec nous également. Général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire et eurodéputé Les Républicains. Merci pour cet échange et merci Camille Vigogne-Lecoat, journaliste au Nouvel Obs. Les informés dans quelques minutes sur